collègues, nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête sur une table ronde coopération avec le voisinage Océan Pacifique. Pour aborder ce sujet, nous sommes connectés avec Madame Véronique Roger-Lancan, ambassadrice de France pour le Pacifique, qui est basée à Nouméa, Madame Virginie Beltrache, directrice régionale Océan Pacifique de l'AFD, Madame Gabrielle Emery, chef de la sous-antenne du Pacifique du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes, qui est accompagnée de Madame Diana Mosquera-Cal, chef... Alors, je retrouve ma note. Chef adjoint du Bureau régional Asie-Pacifique, qui assurera la traduction, et de Madame Vanessa Buchot, chargée des relations extérieures. Enfin, Madame Anne-Claire Garand, responsable du programme Durabilité environnementale et changement climatique au sein de la communauté du Pacifique. Mesdames, je vous remercie toutes de votre présence à cette audition qui, je le précise, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et dont l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Je vous laisserai ensuite la parole pour une courte intervention liminaire afin que nous puissions poursuivre nos échanges sous la forme de questions-réponses, et nous commencerons dans cet exercice-là avec les questions de Monsieur le rapporteur. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure », sauf Madame Gabrielle Emery et Diana Mosquera-Cal, puisque les personnalités des nationalités étrangères ne sont pas convoquées, mais invitées, et ne sont pas tenues de prêter le serment. Donc nous allons commencer à recueillir ces serments dans un premier temps, et je vous propose donc, Madame l'ambassadrice, si vous voulez bien, vous prêter à l'exercice en priorité. De lever la main droite. Je le jure. Merci beaucoup. Madame Beltrache. Je le jure. Merci, Madame. Ensuite, Madame Anne-Claire Garand, ou Guaran, je ne sais pas comment ça se prononce. Guaran. Guaran. Je le jure. Merci beaucoup. C'est... Madame Madame Buchot, je ne sais pas si elle est française ou pas. Madame Buchot, puis-je nous interroger à haute voix sur votre nationalité? Je suis française, effectivement. Bonjour. Prêtez le serment, s'il vous plaît, Madame. Levez la main droite et dites « je le jure ». Merci. Je le jure. Nous remercions nos invités d'être là. Nous vous remercions à vous d'avoir prêté le serment. Maintenant, je vais vous laisser immédiatement la parole, peut-être à commencer par vous, Son Excellence, Madame l'ambassadrice. Monsieur le Président de la commission d'enquête, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'enquête, je vous remercie de nous avoir associés à cet exercice. Et je vais, puisque je vois que je suis entourée pour cette session particulière sur la coopération entre les territoires et leur environnement pour la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer, je vais me cantonner, si vous me le permettez, à la partie diplomatique et exercice des compétences de relations extérieures, puisque la gestion des risques naturels dans les territoires d'outre-mer en coopération avec le voisinage suppose une délimitation, une mise en œuvre de compétences partagées entre, en tout cas pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, entre les territoires et l'État. Vous le savez, et je pense que nos collègues le mentionneront tout à l'heure,
Nous avons dans la région un certain nombre de mécanismes de coopération qui sont des mécanismes multinationaux, c'est-à-dire en dehors d'organisations multilatérales régionales mis en place, c'est-à-dire des organismes de coopération entre États et un certain nombre de dispositifs multilatéraux, régionaux qui sont mis en place dans le cadre d'organisations internationales. Et une des questions diplomatiques et presque politiques qui se posent est de savoir comment la France et les territoires se situent dans ce cadre-là, à la fois au niveau diplomatique et au niveau politique. Le premier mécanisme dont on parle, et je peux peut-être dire le plus ancien, est le mécanisme dit France, qui signifie FR France, A Australie, NZ, Nouvelle-Zélande. Donc, entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, signé en 1992 et qui consiste en une coordination opérationnelle en format trilatéral du déploiement d'aide humanitaire d'urgence en réponse aux catastrophes naturelles. Et en évoquant ce mécanisme-là, je restreins un petit peu le champ de votre étude. En fait, non, c'est la gestion des risques naturels majeurs. Et donc, ce mécanisme a été mis en œuvre un grand nombre de fois, dont pendant la présidence française de ce mécanisme de juin 2021 à juin 2023, il a permis une gestion efficace de 2 cyclones tropicaux au Vanuatu, en Massaigné, avec transport des cargaisons australiennes et néo-zélandaises à bord du bâtiment français d'Entrecasteaux, avant l'arrivée des moyens de transport logistique des 2 pays. L'efficacité de cette coordination France et son renforcement auquel nous tenons pourra se heurter, et c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, aux soucis de la région et en particulier des membres du Forum des îles du Pacifique, de faire de sorte que la réponse à ces crises soit traitée dans le cadre des organismes régionaux, en vigueur, à savoir le Forum des îles du Pacifique, mais aussi la communauté du Pacifique qui finance une initiative, le Pacific Island Emergency Management Alliance. Le Forum des îles du Pacifique inclut les membres, les États indépendants du Pacifique, ainsi que les territoires en association, les territoires du Pacifique en association avec les États-Unis et les territoires du Pacifique en association avec la Nouvelle-Zélande, avec le Royaume-Uni. Et en ce qui nous concerne, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en sont membres à part entière, alors que nous, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, nous sommes des partenaires de dialogue de ce Forum des îles du Pacifique. Donc, vous voyez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, que nous avons affaire à un mécanisme multinational entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui est souple dans son organisation et dans sa coordination, mais efficace opérationnellement. Et puis, nous avons des mécanismes politiques qui sont un petit peu plus compliqués dans la mesure où, pour l'engagement de moyens de l'État, puisqu'il peut s'agir de compétences partagées, par exemple, nous savons que la compétence de protection civile est une compétence déléguée au territoire, mais il s'agit la plupart du temps de l'emploi de moyens qui sont des moyens de l'État, des moyens militaires ou des moyens policiers parfois, et qu'à ce moment-là, ce sont les hauts commissaires qui sont les commandants d'opération, en tout cas l'engagement de ces moyens-là
se fait sous la responsabilité des hauts commissariats de la République. Donc voilà un certain nombre de subtilités qui font que le cadre que l'on choisit est un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'exercer des compétences et de parfois partager, parfois, mais toujours sous la responsabilité du représentant de l'État, à savoir le haut-commissaire de la République. Donc, nous avons comme préférence, évidemment, le mécanisme France, et il nous faudra, à l'avenir, voir avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande comment les mécanismes régionaux de la communauté du Pacifique et du Forum des îles du Pacifique s'articuleront avec cette utilisation du mécanisme France. Depuis la visite du président de la République, la dernière visite du président de la République dans le Pacifique, la décision a été prise par ailleurs pour la France de coopérer avec un mécanisme qui s'appelle le Pacific Humanitarian Warehousing Program, qui est un mécanisme que l'Australie a lancé avec les États-Unis dans le cadre d'une initiative encore distincte, qui est une initiative multinationale cette fois-ci, qui s'appelle Partners in the Blue Pacific et qui est une initiative de coopération entre les États-Unis et les membres du Forum des îles du Pacifique, donc entre les États-Unis et en ce qui nous concerne, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Et nous n'avons pas souhaité devenir des partenaires de cette initiative qui nous semblait un petit peu ciblée politiquement, alors que notre ambition, le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, et nous le disons tous les représentants de l'État, alors que notre souhait est de coller notamment aux souhaits des États de la région, de tirer parti de toutes les offres de coopération qui sont faites par tous les États membres, sans forcément prendre un parti particulier. Donc, sont membres de cette initiative américaine l'Allemagne, l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Mais l'Australie et la Nouvelle-Zélande, de toute façon, sont des membres du Forum des îles du Pacifique. Nous n'en sommes pas membres et nous pouvons, mais nous avons décidé, à la faveur de la visite du président de la République, d'y participer financièrement pendant 8 ans, avec donc 8 millions d'euros et 1 million d'euros par an. Donc, nous sommes en train de mettre en place ce développement et ce renforcement des stocks humanitaires prépositionnés dans les États insulaires du Pacifique. Une autre initiative prise à la suite du voyage du président de la République dans le Pacifique est l'ouverture d'une plateforme d'intervention régionale pour le Pacifique Sud de la Croix-Rouge française, qui vise à la formation et à la mise en réseau des sociétés nationales de la Croix-Rouge dans le Pacifique insulaire, sur le financement de l'Agence française de développement. J'imagine que Madame Bleitrack en parlera tout à l'heure, à raison de 3 millions d'euros. Nous avons aussi, pour être un petit peu exhaustive sur les mécanismes régionaux, un centre de formation au maintien de la paix, à l'assistance humanitaire et au secours, basé à Black Rock, aux Fidji, dans lequel nous déployons un expert. Alors, j'essaie de voir un coopérant financé par la Direction de la coopération et de la sécurité de défense. Et nous avons, en plus de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la coopération, la communauté du Pacifique et le Forum des îles du Pacifique, un dernier format qui est la réunion annuelle des ministres de la Défense du Pacifique Sud, qui s'est réunie le 7 décembre dernier sous présidence française à Nouméa, qui inclut la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Fidji et le Chili, qui sont des États du Pacifique qui ont des forces armées. Et la décision a été prise le 7 décembre 2023 de renforcer la coopération et la coordination militaire entre tous ces États en matière de ce qu'on appelle le HADR, c'est Humanitarian Assistance
and Disaster Relief. Tous ces mécanismes ont été mis en œuvre, mais en particulier pour nous, le mécanisme France, pour porter secours au Vanuatu avec les 2 cyclones de l'année dernière et des 2 dernières années, et au Tonga avec l'éruption du volcan, à Bougainville, pardon. Et au total, cela représente, pour commencer, avec des vols de reconnaissance effectués par les vecteurs aériens des forces armées françaises en Nouvelle-Calédonie, 800 000 €. Et sur les 2 dernières années, de manière globale, 3 millions d'euros mis en œuvre pour l'aide humanitaire française dans le Pacifique, outre la réponse d'urgence à l'éruption volcanique au Tonga en janvier 2022. Voilà rapidement, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire pour commencer. Vous aurez retenu de mon propos la question qui nous occupe particulièrement en dehors des mécanismes très précis et des projets très précis que vous décriront nos collègues tout à l'heure, qui est la question des compétences, de l'exercice des compétences de relations extérieures pour cette gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer. Je vous remercie. Merci, Madame l'ambassadrice. Je vais vous laisser la question, enfin la parole à celles et ceux qui souhaitent la demander. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Bon. Je vais demander à Madame Beltrache, alors, si elle veut bien prendre la parole. Bonsoir, merci Monsieur le Président de la Commission d'enquête, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission d'enquête et chers collègues invités ce soir. Donc j'interviens sous un angle sans doute un peu différent, bien sûr que celui de Madame l'ambassadrice, puisque l'Agence française de développement, en tant que banque de développement, intervient sur le long terme, beaucoup plus que sur de la réponse à des crises humanitaires. Vous savez sans doute que l'Agence française de développement est présente dans le Pacifique à travers les territoires français depuis des décennies, depuis 75 ans. Elle est en revanche présente dans le reste du Pacifique, les États étrangers, depuis 5 petites années, et j'occupe actuellement donc le poste de directrice régionale et directrice Nouvelle-Calédonie pour essayer effectivement de développer nos activités à cheval entre les territoires français et les États étrangers, donc au cœur de ces enjeux de coopération et d'insertion des territoires dans leur environnement régional. Le mandat qui nous a été attribué résonne avec le sujet qui nous est qui est posé ce soir sur la gestion des risques, mais de façon peut-être plus large, puisqu'on est dans un contexte, le Pacifique, de nombreux États insulaires, une zone qui est extrêmement exposée à des risques multiples, des cyclones, des inondations, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des tsunamis. Et l'intensité de ces catastrophes naturelles s'accroît en plus avec les bouleversements liés au changement climatique. Il se trouve que la survie des États insulaires et la réponse justement aux catastrophes naturelles et aux impacts du changement climatique est vraiment la priorité affichée par les pays de la région, le Forum des îles du Pacifique, à travers sa stratégie 2050 pour le Pacifique bleu. Et c'est en réponse à cette stratégie que le mandat d'intervention de l'AFD dans le Pacifique est précisément ciblé sur les enjeux de réponse aux impacts du changement climatique, à la vulnérabilité des territoires et à la préservation de la biodiversité. Donc, si vous le permettez, j'aborderai cette question de gestion des risques de façon moins centrée sur la réponse humanitaire, mais plutôt à long terme sur ce qui relève de la prévention face aux risques, de la reconstruction, de la préparation aussi des communautés. On est dans un environnement aussi, bien sûr, le Pacifique, qui est immensément riche en matière de ressources naturelles, mais extrêmement vulnérable, je le disais, puisque si je prends quelques chiffres, par exemple, plus de 70% des événements les plus extrêmes enregistrés dans la région depuis 50 ans ont lieu ces 15 dernières années.
Et ce sont des événements de plus en plus fréquents et violents qui représentent des coûts pour les pays de la région immenses en termes de PIB, des coûts immenses en termes de reconstruction, des États insulaires qui continuent de payer 5 à 10 ans plus tard le coût de ces catastrophes naturelles, avec des marges de manœuvre budgétaires et fiscales qui sont très faibles, des montants d'aide au développement certes conséquents, mais encore insuffisants pour la reconstruction. Ce sujet au niveau de l'ensemble du Pacifique est exactement le même pour le territoire de Nouvelle-Calédonie, même s'il est beaucoup plus riche, mais c'est aussi un territoire pourvu d'une très très grande richesse en matière de ressources naturelles et biodiversité, mais extrêmement vulnérable aussi aux catastrophes naturelles et à tous ces impacts-là, alors que les populations sont très dépendantes de leurs écosystèmes terrestres, marins. Et donc, il y a une urgence effectivement à répondre, à prévenir ces risques de catastrophes, à s'y préparer et à répondre ensuite sur le long terme pour relever ces défis en favorisant la coopération régionale, puisqu'on est vraiment sur des enjeux partagés entre les territoires français et leurs voisins du Pacifique. Alors, Madame l'ambassadrice a cité déjà des mécanismes de coopération régionale, je n'y reviens pas. En ce qui concerne l'AFD, nous avons des outils qui malheureusement sont différenciés entre les territoires français et les États étrangers du Pacifique, puisque nous relevons d'une part du ministère de l'Outre-mer pour intervenir dans les territoires français, et d'autre part du ministère des Affaires étrangères pour les États étrangers. Donc, nous avons des actions en place sur les deux piliers. Il est cependant difficile, et c'est un message important que je voulais vous partager, d'intervenir à cheval, malgré notre mandat régional et malgré la stratégie Indo-Pacifique. Il est parfois compliqué d'intervenir à la fois sur les territoires français et les États étrangers, du fait de notre approche qui reste encore beaucoup en silo. Ceci étant dit, sur les territoires français, nous intervenons massivement en prêt auprès de l'ensemble des collectivités, secteurs publics et privés, et nous avons des produits d'intervention très bonifiés, donc avec des taux d'intérêt adoucis, dès lors qu'on s'attache à des sujets d'adaptation au changement climatique, de réduction des vulnérabilités, de prévention justement des risques de catastrophes. Un exemple, nous sommes beaucoup intervenus sur la commune d'Ouvéa par rapport au risque d'érosion côtière, et il s'ensuit aussi un risque de vulnérabilité face aux cyclones, par exemple. Nous intervenons dans la province nord de Calédonie sur le renforcement des connaissances, qui est essentiel pour anticiper ces risques naturels et leurs évolutions, mettre en place aussi des cartes d'aléas et de risques, des mesures de protection, des travaux d'aménagement d'urgence, mais aussi de long terme, avec des infrastructures plus résilientes au risque de catastrophes. Nous sommes intervenus aussi, par exemple, sur la commune de Nouméa, que ce soit en prêt ou en assistance technique, avec le soutien de l'État, sur des études, par exemple, sur le risque de submersion marine, qui est bien sûr accru avec les catastrophes naturelles, sur l'érosion côtière, sur la vulnérabilité de certains bâtiments stratégiques qui sont très fortement exposés à ces risques naturels. Au niveau régional, nous avons plusieurs projets, et Madame l'ambassadrice en a cité un qui est très important pour le sujet que nous traitons ce soir. Plusieurs projets de coopération, dont le projet Croix-Rouge, qui s'étend sur les 3 océans, et avec un pilier qui va être renforcé sur le Pacifique, avec la réactivation de la plateforme de la Croix-Rouge pour le Pacifique, mais basée à Nouméa, de prévention, préparation et réponse aux risques de catastrophe à hauteur de 3 millions d'euros. Et là, on est vraiment sur un enjeu, une volonté, une ambition de renforcer les mécanismes de coordination, et nationaux et régionaux, ainsi que la capacité des partenaires et des communautés locales à se préparer et à prévenir en matière de gestion de risques de catastrophes. Le programme est en cours de définition et sera lancé dans le courant de l'année, avec un très fort focus aussi sur le Vanuatu, pays voisin, clé de la coopération française et extrêmement vulnérable. Nous avons un autre projet régional, CLIPSA, qui est plutôt sur
le volet anticipation des risques et connaissances nécessaires pour mieux se préparer à répondre à ces risques. CLIPSA est une coopération avec l'IRD et Météo France et vise à élaborer des projections climatiques à très haute résolution pour les îles du Pacifique, de façon à mieux prévenir les risques liés au changement climatique et à l'impact des catastrophes naturelles. Nous travaillons à travers également une initiative bien connue dans le Pacifique, l'initiative Kiwa, qui peut sembler un peu éloignée de la gestion des risques de catastrophes, mais on est au cœur des sujets d'adaptation sur les solutions fondées sur la nature, de façon aussi à prévenir l'impact croissant de ces catastrophes liées aussi au phénomène croissant de changement climatique. Donc, vous voyez qu'on peut se situer à la fois sur des sujets de connaissances, d'acquisition de données, de production de cartes pour mieux se préparer sur des sujets plutôt de long terme à travers des financements en prêt auprès d'infrastructures plus résilientes au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Et puis, je terminerai sur nos réflexions en cours liées à l'agenda international avec cette émergence sur l'agenda international du sujet pertes et préjudices liés aux catastrophes naturelles, très fortement porté par les îles du Pacifique, et je pense que Anne de la CPS en parlera aussi. Ce sujet, pertes et préjudices, est fortement porté notamment par le Vanuatu, mais aussi d'autres États. La France et l'AFD sont particulièrement mobilisés pour contribuer aux réflexions sur des outils financiers innovants pour accompagner ces sujets à travers, par exemple, ce qu'on appelle des lignes de contingence, qui sont des prêts, en fait, prêts ou des dons prépositionnés auprès des États, qui sont activables très rapidement en cas de catastrophe naturelle pour alimenter les budgets des pays et pouvoir déployer des moyens et réagir rapidement en cas de catastrophe. Je vais m'arrêter ici pour ne pas être trop longue. Donc, vous voyez un foisonnement d'initiatives en place, bien sûr une offre qui n'est largement pas à la hauteur des besoins, mais qui permet de mobiliser les savoir-faire de l'équipe France et qui mériterait sans doute d'être encore confortée avec une plus grande fluidité dans les outils qu'on peut mobiliser entre les territoires français et les États étrangers. On y reviendra peut-être. Merci de votre attention. Avec la traduction de Madame Mosquera-Cal, s'il vous plaît. Gabi, it's now yours. Greetings, colleagues. I will be making my intervention in English, and apologies for my very limited French, but my colleague Diana on the call will be translating for me. So thank you very much for inviting the United Nations Office for Disaster Risk Reduction to provide an intervention in this important inquiry today. As the name suggests, UNDRR is the focal agency in the UN system for coordinating the UN system's efforts on disaster risk reduction. As the name suggests, we work very much in terms of looking before the disaster impact, so convening what we can do as an agency to be able to support hazards from becoming disasters in the first place. Merci beaucoup pour cette invitation. On va commencer pour présenter notre agence, l'Agence des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes et le point focal au sein du système des Nations Unies pour l'appui à la mise en œuvre des politiques de réduction des risques des catastrophes. Et on travaille de très près avec toutes les agences du système en vue d'appuyer les gouvernements à la mise en œuvre de ces politiques. In the Pacific, we are based here out of Suva, and we sit alongside another 31 UN agencies who operate in the Pacific. The UN system is based out of North Pacific, out of Fiji, and also out of Samoa. On est basé principalement à Suva pour le Pacifique. On fait partie d'une équipe de 31 agences des Nations Unies qui sont aussi basées ici. Et on travaille de très près avec aussi le bureau de coordonnateur résident des Nations Unies
au Pacifique Nord, et au Fidji et aussi à Samoa. The region, the Pacific region, is one of the most disaster-prone regions globally. This has also been identified most recently in the Multidimensional Vulnerability Index, which classifies the Pacific as the SIDS region as the most disaster-prone SIDS region of the world. We face a range of hazards. The Pacific leaders have recently declared this region going through a climate emergency. There is also a lot of geological hazards, as we saw recently in Tonga with the volcano and tsunami, and a range of different health hazards, really meaning that we need to take a very comprehensive approach to our risk management. Comme on le sait, la région Pacifique est hautement exposée à une série de risques naturels et les dirigeants du Pacifique ont déclaré une situation d'urgence climatique, aussi liée et complétée, si on peut dire, avec des risques géologiques, par exemple, comme on a vu lors du tsunami à Tonga. Et ça a été aussi soulevé et démontré par l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle qui catalogue la région comme une des plus exposées, sinon la plus exposée aux risques catastrophes au niveau mondial. Given that it is the region of small island developing states, there is also high exposure to different hazard events as well, and experiencing all the classic issues that many SIDS countries face in terms of small and weak infrastructure, issues around capacity, remote locations. In addition, there's high levels of vulnerability throughout the region, particularly in Melanesia countries around gender inequality, as well as some of the highest disability rates per capita globally. En plus, en tant que petits États insulaires en voie de développement, il y a des facteurs critiques de vulnérabilité auxquels les populations font face. Par exemple, il y a des hauts niveaux d'inégalité entre les sexes, par exemple prévalent en Mélanésie. Il y a un taux très élevé, un de plus élevé par habitant des personnes handicapées, et ça aussi s'adhère aux facteurs critiques de vulnérabilité dans la région. For this reason, disaster risk reduction and climate action has been identified as a critical priority for the Pacific region and for Pacific countries. This has been articulated in regional frameworks, including the Framework for Resilient Development in the Pacific and now the 2050 Blue Pacific Strategy. C'est pour tout cela que c'est très important d'avoir une approche holistique sur la réduction des risques des catastrophes qui prend en compte aussi la prévention des risques ainsi que la réponse. Et tout ça a été reflété et s'est reflété dans les différents cadres régionaux, par exemple le cadre en faveur d'un développement résilient dans le Pacifique et le partenariat pour la résilience dans le Pacifique. And it is a critical time in our disaster risk reduction efforts, both globally and also here in the Pacific, as we are now halfway through the implementation of the Sendai framework for disaster risk reduction, as well as a number of the relevant regional frameworks. And the findings are saying we are well off track in this region to meet our disaster risk reduction and climate resilience efforts. C'est un moment très critique pour la communauté qui travaille dans la réduction des risques des catastrophes. Et on l'a vu lors des résultats et des conclusions de l'évaluation de mi-parcours de la mise en œuvre du cadre de Sendai, qui a été fait l'année dernière. Le cadre de Sendai, c'est le cadre qui guide au niveau global la mise en œuvre des politiques publiques de réduction des risques des catastrophes. Il a été adopté en 2015 et va jusqu'à 2030. Et malheureusement, ça a montré que dans la région du Pacifique, on n'est pas en chemin d'accomplir les objectifs que la réduction des risques des catastrophes, qu'on s'est établi en tant que communauté pour la réduction des risques des catastrophes. Some of the key areas that we found in our recent Pacific regional midterm review studies here in this region was a critical need to integrate risk reduction and resilience across different sectors, including finance, including agriculture, including infrastructure. So really needing to make sure there's a comprehensive and integrated approach.
The issue around financing is pervasive in the Pacific. Not only is the issue of accessing climate financing a huge challenge for Pacific Island countries, but also a lot of the money that comes in for disaster risk reduction often ends up going to humanitarian response because it's a constant cycle of disaster response in this region. Issues around localization, about making sure that investments are reaching down at the community level, continue to pervade in the Pacific, and issues around inclusion, making sure that that money is going to some of the most at-risk populations also continues to be a challenge. Des conclusions, le plus important de cette évaluation à mi-parcours, c'est le besoin de renforcer l'intégration de la réduction des risques des catastrophes dans les différentes politiques sectorielles, soit infrastructure, agriculture, et aussi une convergence plus étroite entre les efforts d'adaptation au changement climatique et la réduction des risques des catastrophes. Le point sur les investissements pour la prévention, ça a été aussi soulevé comme un facteur très important. L'accès au financement qui soit dédié à la prévention aussi qu'à la réponse, et surtout la localisation et l'inclusion, c'est-à-dire que ces investissements et ces ressources financières soient accessibles pour les groupes qui ont le plus besoin. Another priority area of focus for the Pacific is around the need to strengthen early warning systems for natural hazards. Small island states countries have been found that only 1/3 of SIDS countries have effective multi-hazard early warning systems. This is also true for the Pacific. UNDRR, together with WMO, is leading a global initiative to support the strengthening of multi-hazard early warning systems, and this includes here in 5 Pacific countries. This is a very big focus of the United Nations system, and really looking at how we can strengthen end-to-end people-centered multi-hazard early warning systems in the Pacific. Une autre priorité, c'est le renforcement des systèmes d'alerte. Il a été démontré à travers plusieurs sources que seulement un tiers de petits États insulaires en voie de développement possèdent un système d'alerte multimenace, et il y a un grand effort de la communauté des Nations Unies pour renforcer ces travaux en termes de système d'alerte. L'année dernière, le secrétaire général des Nations Unies a lancé l'initiative appelée Système d'alerte pour tous, et il y a 5 pays au Pacifique qui font partie du premier groupe de pays ciblés pour cette initiative, et l'objectif est de renforcer les systèmes de coordination entre les différentes composantes des systèmes d'alerte pour continuer à avancer à que ce système soit plus axé sur les personnes. There's a very strong regional approach to taking forward resilience and early warning efforts, and the French territories play an important role in those, both through the Pacific Meteorological Council as well as the Pacific Resilience Partnership, and UNDRR is supporting these regional initiatives. Certainly there needs to be more convening and coordinating around the disaster risk reduction agenda in the Pacific. We note that France has been very strong through the France arrangements in terms of humanitarian response, and we would certainly encourage France to play a more active role and engagement in advancing the disaster risk reduction and resilience efforts as well through regional cooperation arrangements. C'est très important de mentionner les instances régionales qui contribuent énormément à construire la résilience dans la région. Par exemple, plusieurs ont été mentionnés déjà, le Forum des îles du Pacifique, la Communauté du Pacifique, et aussi le Conseil météorologique, où il a été aussi soulevé l'importance de les systèmes d'alerte, mais aussi d'autres efforts de résilience, et d'où les territoires français font partie. Gabi a mentionné aussi les efforts
de la France en matière d'aide humanitaire et de construction de la résilience. Et c'est des efforts qui doivent avancer vu l'état de vulnérabilité de la région. And we also flag upcoming opportunities that are convened by the UNDRR in terms of the Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction, where Pacific states and territories are invited. And this is another mechanism that we support to convene cooperation in disaster risk reduction. En complément de tous les efforts régionaux qui sont déjà très bien établis dans le Pacifique, UNDRR organise la conférence ministérielle de réduction des risques des catastrophes tous les 2 ans, dont les territoires français sont invités. Et c'est aussi une plateforme importante d'échange dans la région sur les efforts de réduction des risques des catastrophes. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Plutôt Madame Goiran, alors. Madame Goiran, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président de la Commission. Bonsoir à tous les collègues en France et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à Fidji. Je pense que vous savez que la Communauté du Pacifique est la principale organisation scientifique et technique de la région du Pacifique, qui soutient en fait le développement durable de la région depuis 1947. Donc c'est une vraie vieille dame. La France est un des membres fondateurs, donc signataire de la Convention de Canberra avec 5 autres États membres qui administraient alors les territoires de la région du Pacifique, qui sont donc l'Australie, Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Et donc cette dynamique, en fait, était établie autour du souhait de ramener une stabilité dans une région post-Deuxième Guerre mondiale pour faciliter, en fait, l'administration des territoires sous tutelle et servir les intérêts des populations océaniennes. Donc la CPS, en fait, s'est toujours positionnée comme une organisation technique internationale d'aide au développement, une sorte de maison commune, en fait, pour les 27 États et territoires membres, et dont la France et les 3 territoires d'outre-mer du Pacifique, donc Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie française. Donc, ces 27 États et territoires organisent la gouvernance de la CPS. Donc, au niveau de la CPS, on a toujours appliqué une approche centrée sur l'humain dans les domaines de la science, de la recherche et de la technologie, à travers, bien sûr, tout l'éventail des objectifs de développement durable et dans le respect des accords multilatéraux de l'environnement. Donc, la CPS, aujourd'hui, on est presque 800 personnels travaillant sur 20 secteurs d'activité au travers de 8 divisions et de programmes intégrés. Donc, dans le Pacifique, nous sommes aujourd'hui reconnus pour nos connaissances et notre capacité d'innovation dans des domaines comme, par exemple, les sciences halieutiques, donc sur la pêche, notamment la pêche hauturière, la veille sanitaire, les géosciences, la conservation des ressources phytogénétiques, notamment qui sont très importantes pour tout ce qui est lié à la sécurité alimentaire. En fait, l'avantage comparatif considérable de la CPS réside dans le fait qu'en fait, elle est apte à appliquer une approche pluridisciplinaire pour traiter de certains enjeux particulièrement complexes du développement régional, qui ne peuvent pas être traités en fait à l'échelle de petits États ou territoires insulaires. Par exemple, la résilience et l'action climatique, les ressources naturelles et la biodiversité, les systèmes alimentaires,
tout ce qui est lié à l'éducation, au développement social. Un point qui est important, c'est que depuis son origine, la CPS est une organisation bilingue, ce qui est quand même un point important pour l'intégration des territoires français du Pacifique et de la France dans ce contexte régional. Un point important également, c'est qu'on n'est pas une organisation politique. Donc, c'est le Forum des îles du Pacifique, comme cela a été rappelé par Madame l'ambassadrice, qui joue ce rôle d'organisation politique et qui détermine notamment des stratégies comme la stratégie 2050 pour le Pacifique bleu. Et donc, la CPS, tout comme le PROE, organisation technique, on se réfère et on s'aligne sur ces stratégies politiques coordonnées par le Forum des îles du Pacifique. Donc, au niveau de la CPS, on essaye d'adapter nos programmes, nos services à cette géométrie variable des enjeux du développement nationaux, régionaux, sous-régionaux et internationaux. Et en matière de changement climatique et de réduction des risques de catastrophes naturelles, ce sont essentiellement les divisions géosciences, pêche, le programme de PICO sur les océans et la division changement climatique qui s'occupe de ces sujets-là. Donc, en fait, la CPS, elle joue un rôle de facilitation de la collaboration ou de coordination de cette collaboration en matière de gestion des risques naturels majeurs. Donc, cela a déjà été cité par UNDRR, mais la CPS a été au cœur de la création et aujourd'hui de la coordination de l'animation du partenariat pour la résilience dans le Pacifique, avec ce comité de pilotage multipartite qui intègre les territoires. Ce partenariat pour la résilience dans le Pacifique a été longtemps présidé par la Polynésie française. Et au sein de ce partenariat, on a aussi des groupes de travail qui sont à durée de vie limitée et qui en fait s'occupent de sujets très spécifiques comme la gouvernance des risques, le financement de la gestion de l'atténuation de ces risques, le déplacement des populations, le sujet de l'habitat résilient et des infrastructures. Et d'ailleurs, ce groupe de travail sur l'habitat résilient et les infrastructures est aujourd'hui présidé au niveau technique par la Nouvelle-Calédonie. On a parlé également de la réunion annuelle des directeurs de la sécurité civile qui permet en fait à la CPS de confirmer les actions qu'elle peut soutenir au niveau technique ou financier et qui permet en fait un échange aussi entre les directeurs de la sécurité civile, la CPS facilitant au travers de financement la participation des territoires à cette réunion. Un point qui est également intéressant, c'est le sujet des engagements climat vis-à-vis de l'accord de Paris. La CPS, au travers du Fonds Pacifique, a permis l'intégration des territoires français du Pacifique dans le NDC Hub, qui est en fait un mécanisme de soutien et de mise en œuvre aux engagements climat des pays du Pacifique. Et donc, l'intégration des territoires français du Pacifique dans ce mécanisme est extrêmement important, puisque, comme il a été rappelé, le changement climatique et les risques en matière de gestion de catastrophes naturelles affectent de manière égale les territoires ou les pays du Pacifique. Sur un sujet un petit peu différent qui est le sujet de l'observation scientifique des effets du climat, on a ce système qui s'appelle le GOOS, donc le Système mondial d'observation du climat. Et la CPS joue un rôle important dans le soutien à l'acquisition de nouvelles données en matière à la fois d'évolution du climat et des effets du climat. Un point aussi important, c'est que
dans la mesure où les territoires français du Pacifique sont pleinement membres de la CPS. La CPS essaye de faire en sorte de répondre à toutes les demandes techniques ou scientifiques de ces territoires. Et dans ce cadre-là, par exemple, je voudrais souligner le fait que nous allons soutenir la Nouvelle-Calédonie dans cette conférence climat qu'elle va organiser en avril, dont l'objectif est en fait la co-construction d'une feuille de route en matière d'adaptation au changement climatique. Peut-être deux derniers points, c'est un point qui a été soulevé sur cette première réunion ministérielle pour la réduction du risque de catastrophe. Donc, c'était une première dans le Pacifique et ça a vraiment servi à reconnaître l'urgence de traiter cette problématique à la fois financièrement et en même temps de reconnaître le besoin de davantage d'investissement en matière de gestion des risques de catastrophes naturelles. Ce qui est extrêmement compliqué pour la CPS à ce jour, c'est qu'en fait, certains dispositifs, comme par exemple l'Alliance des gestionnaires d'urgence catastrophes Pacifique qui a été soulevé par UNDRR, n'est pas ouvert à la participation des territoires. Donc, ce que fait la CPS aujourd'hui, c'est d'essayer de financer la participation des territoires s'ils le souhaitent à un certain nombre de dispositifs pour lesquels les mécanismes financiers font que les territoires théoriquement ne peuvent pas participer, mais pour permettre de traiter ces sujets vraiment à une échelle régionale. Donc, ce qu'on essaye aussi de faire au niveau de la CPS, c'est de partager en fait l'expérience de nos propres membres avec les autres membres. Donc, par exemple, au niveau de la France, le travail vraiment important que fait la France en matière de représentation de ces territoires au sein du Pacific Tsunami Warning Systems. Donc, l'IRD est impliqué, la CPS est observateur, mais le rôle de la France à ce niveau-là est vraiment tout à fait majeur. La récente annonce de la France en matière de contrat de développement qui se focalisera sur les aspects changement climatique avec ce fonds vert me semble aussi également important. Et le rôle majeur de Météo France à l'échelle de la région mériterait, à mon avis, également d'être renforcé. Donc, nous, au niveau de la CPS, ce que l'on souhaiterait pouvoir faire, c'est pouvoir faciliter cette création en fait de ponts et de liens entre les territoires français du Pacifique et les États indépendants du Pacifique. Ce qui est important, c'est effectivement aujourd'hui, c'est de pouvoir encourager les bailleurs à considérer une approche plus flexible, plus programmatique, tels que les flagships que l'on est en train de mettre en place au niveau de la CPS, notamment sur le changement climatique, pour permettre un traitement de ces sujets à l'échelle régionale, sans distinction d'un statut territoire ou pays. Voilà, donc c'était les points que je voulais porter à votre connaissance. Je voulais aussi excuser le directeur général de la CPS qui avait été invité à participer à cette commission d'enquête, mais en raison d'une grosse réunion qui regroupe tous les directeurs et l'exécutif de la CPS pendant 3 jours, il n'était pas disponible. Je vous remercie de votre attention. Un très grand merci, madame, pour cet exposé. Maintenant, je crois que tout le monde, on a fait un premier tour d'intervention préliminaire. Je vais céder la parole à monsieur le rapporteur pour qu'il pose ses éventuelles questions. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas très bien par où prendre le sujet parce qu'il y a quand même une somme considérable d'informations qui nous ont été données et merci beaucoup parce que c'est très riche. Mais je peux pas, enfin, je pense que je vais commencer par vous donner mon sentiment.
dans la mesure où ça va sans doute, comment dire, colorer une partie de mes questions. Il y a un peu le sentiment qu'il y a quand même une profusion de structures dont la coordination n'est pas forcément totalement évidente, mais d'ailleurs vous avez souligné dans vos interventions cette complexité en tant que telle, dont j'ai cru comprendre que c'était pour beaucoup dû à la différence de statut entre ceux qui étaient des territoires et ceux qui étaient des États. Ce qui forcément, alors c'est quelque chose que j'avais déjà découvert dans l'océan Indien il y a quelque temps quand j'avais fait une précédente mission, pas sur cette thématique-là, mais sur cette thématique de la prévention des risques naturels et de la prise en compte du changement climatique dans l'évaluation des aléas et dans leur traitement. Comment dire cela, on a le sentiment quand même qu'il y a une sorte de décalage entre des obstacles qui peuvent paraître parfois un peu bureaucratiques, alors peut-être que le terme est un peu violent, mais en tout cas voilà, et les enjeux qu'il y a derrière. Mais donc, et puis il y a une deuxième sensation qui est un peu déroutante, c'est que toutes les structures dont nous parlez, que vous nous avez présentées, et je vois bien, encore une fois, il y a au moins un acquis, c'est qu'il y a une prise en compte du risque de la problématique qui me paraît être très largement partagée et qui est associée dans le monde d'acteurs. Mais dans les structures anciennes, et vous avez souvent employé comme vocabulaire et comme grammaire, comme syntaxe, le fait que c'était des choses qui étaient en cours d'élaboration, que ce soit dans les schémas de prévention, dans l'évaluation des besoins de résilience. Donc, il y a une sorte de décalage, je dirais, temporel entre ces structures de coopération qui paraissent être installées dans le temps et une prise en compte du sujet qui paraît plus récente. Alors, dans les différentes questions que je voudrais vous poser, ce que j'ai compris de ce que vous me disiez à titre divers, chacune dans vos compétences et dans vos fonctions, c'est qu'on était quand même dans un effort à peu près partagé de vouloir mieux coordonner et d'unifier un peu les efforts en la matière. Si tant est que j'ai raison de comprendre cela, pour vous, ça veut dire qu'on arrivera à quel terme? À un outil qui sera en effet d'une plus grande lisibilité et d'une plus grande comment dire, efficacité. J'imagine que ça l'est déjà un petit peu, mais quand même, vous allez me préciser ça. Mais à quel moment on aura un outil qui sera réellement unifié et performant, en tout cas coordonné et performant? Pratiquement, j'aurais voulu savoir, je crois que c'est Madame Roger Lacan qui a parlé du prépositionnement des stocks humanitaires. Quels sont les autres, quelle est l'architecture de la prévention du risque, de la prévention des crises entre les différents organismes? J'ai été surpris, à part Mme Gorin, de ne pas entendre parler de Wallis davantage, qui est en effet un territoire qui est un territoire français et dont j'aimerais bien comprendre le positionnement dans l'architecture parce qu'il y a aussi une architecture géographique de la prévention du risque. Alors j'essaie de ne pas oublier, mais je reviendrai dessus si ça revenait par la suite. Oui, vous parlez souvent de résilience, évidemment. Alors, j'ai cru comprendre que c'était plutôt le rôle de la CPS à cet égard. Comment se fait le travail comment dire, de l'actualisation des trajectoires? On voit bien qu'on apprend tous les jours sur les changements climatiques. On intègre ces données au fur et à mesure pour pouvoir comprendre quelle va être l'évolution des aléas et leur intensité et comment on va les traiter. Et donc savoir comment, de façon opérationnelle, ce sont des comités permanents qui font que, est-ce qu'il y a un comité scientifique qui fait que, etc., etc. Et donc, voilà, c'est ce sentiment de complexité qui, qui apparaît un peu. Et en matière de sécurité civile, je voudrais savoir qui finance quoi, et en particulier l'effort de la France. Peut-être que Ah oui, dernier point, quand vous dites, quelques-unes, vous êtes revenus de façon plus ou moins comment dire, cash sur le fait que les moyens n'étaient pas forcément à la hauteur. Je pense qu'il y a deux types de financement. Il y a le financement potentiel des crises, comment on résout les crises, et puis il y a
le financement de la prévention. Est-ce que c'est des deux côtés que ce n'est pas à la hauteur et dans ce cas, quelle serait la hauteur nécessaire si jamais on peut la donner maintenant, mais on pourrait la donner plus tard sur une contribution écrite? Est-ce que les deux données ne sont pas à la hauteur ou est-ce que c'est en particulier, j'imagine, celle sur la prévention et l'adaptation future plutôt que sur la gestion des crises? Voilà, désolé du côté un peu décousu, mais c'est très, très riche et beaucoup d'interrogations qui vont avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. On va vous laisser répondre, probablement à commencer par madame l'ambassadrice qui a souhaité une première réaction, peut-être. Merci beaucoup, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur. Je comprends l'état de confusion dans lequel et de perplexité dans lequel nos interventions vous ont plongé. Parce que, en effet, tout ça peut vous apparaître assez bureaucratique et je comprends dans vos deux commentaires, par exemple sur la coordination réelle, les résultats réels, que vous trouvez que ce foisonnement d'initiatives, de formats ne conduit pas forcément à de l'efficacité. En réalité, l'action est très efficace. Nous la décrivons parce que ce n'est pas nous qui sommes sur le pont opérationnel, en tout cas pas moi. Vous pouvez l'imaginer, ce sont les forces armées, la protection civile, etc. Et donc, je vous inviterai à contacter les commandants supérieurs des forces armées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, qui déploient des moyens certains, mais aussi les hauts commissariats en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, qui sont les points focaux s'il s'agit pour vous, parce que ce n'était pas très clair en réalité de quel point de vue, et puis notamment avec les invités que vous avez identifiés, de quel point de vue vous situiez. Et donc, s'il s'agit d'avoir des résultats précis et concrets, je pense que ces interlocuteurs-là pourront vous parler avec précision du succès de la gestion des cyclones au Vanuatu ces 2 dernières années, de l'éruption volcanique l'automne dernier au Tonga, avec la mobilisation de moyens divers et une coopération très efficace entre, par exemple, la protection civile calédonienne, qui est une compétence du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Calédonie, et le reste des forces engagées, des forces armées françaises et d'autres forces. Un autre point que vous avez évoqué, c'est pourquoi est-ce que nous n'avons pas parlé de Wallis et Futuna. C'est qu'en effet, il ne s'agit pas là de moyens s'il s'agit de coopération de Wallis et Futuna avec les autres territoires ou de la gestion par la région des risques naturels à Wallis et Futuna, c'est pas une compétence de politique étrangère, c'est une compétence de sécurité intérieure et c'est à ce moment-là le ministère de l'Intérieur qui est plus particulièrement à interroger, dont l'administrateur supérieur à Wallis et Futuna. Merci. Merci, Madame l'ambassadrice. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir? On finit, on fait le tour avant de laisser la parole à notre collègue Madame Saint-Paul. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faut se manifester parce que je ne veux pas vous donner la parole si vous ne souhaitez pas. Ah si, Madame Goiron. Madame Goiron. Madame Goiron, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je vous remercie. Oui, je remercie l'ambassadrice d'avoir effectivement soulevé le fait qu'en fait la compétence sécurité civile est différente selon les 3 territoires français du Pacifique. Alors c'est vrai qu'avant de travailler à la communauté du Pacifique, je représentais la Nouvelle-Calédonie au niveau du Forum des îles du Pacifique, SPREP et CPS, donc je connais bien le sujet. Et la Nouvelle-Calédonie est l'un des territoires où l'exercice de la compétence sécurité civile est la plus ancienne.
avec une collaboration active avec les services de l'État. Et c'est pour cela qu'on retrouve la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française dans l'exercice de fonctions de présidence, par exemple sur le partenariat pour la résilience dans le Pacifique. Un point qui est important aussi peut-être sur Wallis et Futuna, c'est que depuis 2016, en fait, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont membres à part entière du Forum des îles du Pacifique. Mais Wallis et Futuna n'a pas le même statut au sein du Forum des îles du Pacifique et a aujourd'hui un statut d'observateur, ce qui de fait lui donne un rôle moindre dans la définition et l'adoption de stratégies comme celle de la stratégie 2050 pour le Pacifique. Et je voulais également soulever un point qui me semble important. La France a soutenu, enfin, a mis en place l'initiative Kiwa, qui a été également mentionnée par la directrice régionale de l'AFD. Cette initiative Kiwa, pour moi, elle est vraiment tout à fait cruciale, puisqu'en fait, c'était la première fois qu'il y avait un fonds multipartenaire, multi-agences, qui permettait en fait de couvrir le sujet de l'adaptation au changement climatique en permettant la mise en œuvre de projets qui concernaient à la fois des territoires et des pays du Pacifique. Il me semble que ce type d'initiative qui dépasse le sujet du statut, qui se focalise sur vraiment le sujet de l'adaptation au changement climatique, pourrait peut-être être étendu être étendu au sujet de la gestion de risques de catastrophes naturelles, puisqu'en fait, on le sait tous, et c'est aussi le sujet du cadre de Sendai, le sujet du changement climatique et le sujet de la gestion des risques de catastrophes naturelles sont extrêmement liés, tout au moins dans leur stade préparatoire et voire post-catastrophe. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Est-ce que quelqu'un d'autre demande la parole en réaction aux questions de Monsieur le rapporteur, toujours? Bien. Si vous ne demandez pas la parole, je vais donner la parole à Madame de Saint-Paul, Monsieur le rapporteur, avant de revenir vers vous. Chers collègues, Madame Laetitia Saint-Paul, vous avez la parole. Ah. Non? Bon. En attendant de retrouver Laetitia, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Je crois que Laetitia vient de se connecter. Pas d'avoir rétabli son son. Madame Saint-Paul, vous nous entendez? Bon, bah écoute, je vais réagir alors. Je remercie Madame l'ambassadrice de m'avoir rappelé que la Wallis et Futuna sont un territoire français. Ça ne m'avait pas échappé en effet. Mais je remercie Madame Gouaran d'avoir précisé les choses, parce qu'en effet, il y a quand même, dans ce que vous m'avez présenté, à chaque fois, le fait que ce territoire soit exclu des organisations était quand même quelque chose qui intéresse, qui interroge un peu. Alors certes, il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas le même passé, il n'y a pas la même histoire administrative. Pour autant, il y a des risques et des aléas qui sont très, très présents là-dessus. Et je vous remercie aussi de m'avoir signalé que l'armée déployait les moyens opérationnels avec la sécurité civile, je l'entends bien, mais ça, pour le coup, ça ne répond pas à mon interrogation. C'est qu'il y a quand même le sentiment qu'il y a deux niveaux de choses. D'un côté, le côté opérationnel qui se fait parce que ça se fait, et tant mieux, et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que quand il y a une crise, en effet, les choses se font par le biais d'une coordination qui, j'imagine, se fait assez naturellement entre les autorités de sécurité civile et les autorités militaires. Pour autant, ça n'enlève rien à la question de la complexité et l'articulation des différentes instances qui existent et dans quelle mesure cela permet, en effet, alors, laissons de côté le traitement aigu des crises, quoique j'imagine que l'idée des prépositionnements des moyens
n'est pas uniquement une question militaire, mais enfin, laissons de côté, au moins comment dans les faits, cela se coordonne. Et j'ai bien compris que vous soulignez la complicité de la chose, vous pensez que dans l'état des discussions actuelles, à quel horizon cela peut-il se faire. Et je reviens sur le problème de financement. Vous décriviez les unes et les autres que comme la marche restait conséquente pour arriver à des financements adaptés aux enjeux. Encore une fois, je voudrais bien savoir si c'est vrai uniquement sur la question de la prévention et des investissements nécessaires à la résilience, ou est-ce que c'est vrai aussi sur la gestion de crise? Encore une fois, il ne s'agit pas de savoir s'il y aura du pétrole dans les bateaux pour pouvoir les faire avancer jusqu'au jusqu'au lieu des aléas, mais savoir est-ce que dans la mobilisation des moyens à titre préventif, on est à la hauteur ou pas. C'est bon pour moi. Oui, pardon. Madame Beltrach, si vous souhaitez, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le rapporteur. Sur le volume des moyens, écoutez, ils sont immenses, hein, ça dépend ce qu'on essaie de mesurer. Je ne pense pas avoir les chiffres, mais par exemple, le Forum des îles du Pacifique indiquait, selon mes notes, que pour la mise en œuvre des NDC, le besoin était d'1 milliard d'euros par an, et on a toutes sortes de chiffres. Sur cet espace, océan Pacifique est quand même un tiers de la planète extrêmement vulnérable, avec des États petits, ce sont des grands États océaniques, mais c'est des petits États et une base fiscale extrêmement faible, des capacités d'absorption extrêmement limitées. Oui, il y a mécaniquement un gap entre les besoins et les moyens à disposition. Vous savez que côté français, en ce qui concerne l'Agence française de développement, nous avons eu la chance, avec la visite présidentielle, de voir nos volumes d'engagement largement rehaussés, puisque le président a annoncé une trajectoire de 200 millions d'euros sur 5 ans sur l'ensemble du Pacifique. C'est une hausse tout à fait significative, mais vous voyez que par rapport aux enjeux, effectivement, on est nécessairement obligé de cibler sur quelques axes d'intervention spécifiques. Sur la coordination, je voulais simplement préciser par rapport à la plateforme d'intervention de la Croix-Rouge qui sera réactivée à Nouméa. Alors, c'est certes 3 millions d'euros, ça paraît peut-être peu, mais ça va permettre effectivement d'avoir en place ce mécanisme de coordination qui va pouvoir travailler entre la Croix-Rouge française, travailler aussi sur des modes de coopération avec les acteurs que citait Madame l'ambassadrice tout à l'heure, le Haut-Saria, la sécurité civile, les forces armées, pour pouvoir articuler les moyens des uns et des autres en cas de catastrophe naturelle. Il s'agit aussi pour cette plateforme de travailler avec les autorités locales. Et là, je reviens sur les capacités d'absorption des pays qui sont extrêmement faibles. Il est prévu d'accompagner le renforcement de capacité ce qu'on appelle les NDMO, les National Disaster Management Office. Ce sont des toutes petites équipes dans les pays. J'étais au Vanuatu la semaine dernière, le NDMO, c'est quelques personnes. Et il manque effectivement, là aussi, cruellement d'outils. Donc, je crois que la réalité du terrain doit être aussi bien rappelée pour imaginer le contexte dans lequel on intervient, de façon avec toute l'humilité qui s'impose, voilà, je ne pense pas qu'on puisse prétendre relever tous les besoins. Juste un mot également sur, vous évoquiez tout à l'heure, quelle est l'évolution de la trajectoire en matière de changement climatique. Eh bien, aujourd'hui, elle n'est pas bien connue sur les États insulaires du Pacifique. Pas finement, en tout cas. Les données du GIEC donnent des projections climatiques avec une échelle qui est
schématiquement sur des carrés de 100 km de côté, et donc qui donne une donnée pour un pays comme le Vanuatu ou Fidji, ce qui est largement insuffisant effectivement pour comprendre finement quelle sera l'évolution future du climat. Eh bien, le programme CLIPSA, alors là, c'est que 2 millions, mais comme je disais, les moyens dont on dispose, on essaie de les cibler sur des actions à forte valeur ajoutée. Le programme CLIPSA, avec l'IRD, avec Météo France, vise à faire une descente d'échelle et à produire des données à très haute résolution grâce à des très gros calculateurs à Montpellier qui vont donner des projections climatiques à l'échelle de 2,5 km. Donc, pour connaître sur un état insulaire quelles seront effectivement les évolutions en matière de précipitations, cyclones, températures. Et c'est ça qui va permettre effectivement de mieux prévenir, mieux guider les politiques publiques et les interventions et les projets demain d'investissement par rapport au risque de recul des côtes, de précipitation, de submersion, etc. Et bien sûr, la CPS, mais je laisserai Claire réagir là-dessus, déploie aussi des projets pour mettre à disposition davantage de données et de cartes de risque et d'aléas pour mieux guider ces politiques publiques, puisqu'il nous faut optimiser les moyens en place. On travaille aussi sur le géospatial, mais tous ces outils sont en cours de développement. Pour CLIPSA, on devrait avoir les premières cartes avec les données climatiques dans le courant de l'année et des données beaucoup plus fines en 2025. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va redonner la parole à Madame l'ambassadrice qui a souhaité elle aussi faire quelques observations. Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous commencez à évoquer quelques chiffres tout à l'heure et dans la fiche qu'on nous demande de remplir pour aider à la rédaction de votre rapport, tous ces chiffres vous seront donnés. Mais donc, j'évoquais par exemple la dépense pour les vecteurs aériens des forces armées en Nouvelle-Calédonie pour les vols de reconnaissance. En un an, 800 000 euros. Sur les 2 dernières années, 3 millions d'euros mis en œuvre pour l'aide humanitaire française dans le Pacifique, 1,46 million en 2022, 1,24 million en 2023. Outre la réponse d'urgence à l'éruption volcanique au Tonga, 1 million d'euros en 2022. Et nous menons depuis 2022 un projet porté par une ONG de renforcement des capacités des populations locales face aux catastrophes naturelles aux Fidji, Salomon et Vanuatu de 750 000 euros. Puis nous avons ces stocks humanitaires prépositionnés à Nouméa, à Papeete, valorisés à 450 000 euros. Pour l'essentiel des bâches, des tentes, des nécessaires de nuit et des types d'hygiène. Et puis, je l'évoquais aussi tout à l'heure en intervention préliminaire, ces 8 millions d'euros qui seront consacrés en 8 ans au Pacific Humanitarian Warehousing Program, ainsi que ce programme qui a été confirmé par, dont la gestion a été confirmée par Madame Bleitra, qui est le renforcement du réseau Croix-Rouge dans le Pacifique, avec pour notre part une enveloppe de 3 millions d'euros dédiée à l'ouverture de cette plateforme. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Guaran, s'il vous plaît, apparemment vous souhaitez préciser, apporter des précisions, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup. Ça va être très rapide, simplement en complément de ce que Virginie Beltrac a pu apporter sur le soutien de la France et de l'AFD au projet CLIPSA. Effectivement, c'est un sujet extrêmement important et intéressant pour définir à la fois les politiques d'adaptation et de gestion de risques de catastrophe, que d'avoir des trajectoires du changement climatique et des descentes d'échelle des modèles du GIEC adaptés. Donc, en complément du projet CLIPSA, la CPS, grâce à des financements de la Nouvelle-Zélande, a pu développer le flagship, donc un programme phare sur le changement climatique, qui comprend également une partie d'activités liées à l'acquisition de nouvelles données liées à la descente d'échelle des modèles climatiques, qui concerneront
en complément de ce qui est fait par le projet CLIPSA, les territoires et pays du Pacifique. Vous indiquez également qu'il y a une coopération extrêmement active avec les organisations scientifiques d'Australie et de Nouvelle-Zélande, la NIWA et le CSIRO, qui également travaillent sur ces sujets-là. En fait, la collaboration scientifique est vraiment un sujet important pour avoir des trajectoires du changement climatique qui sont fines. En matière de capacité des pays et territoires pour traiter de ces sujets-là, l'AFD a également mentionné le fait que les pays et les territoires sont petits, ont peu de capacités et donc ont également peu de capacités techniques et politiques pour gérer ces sujets. Un nouveau dispositif qui est mis en place qui s'appelle les CEFAN, qui sont en fait des conseillers climat formés dans les pays pour pouvoir gérer et déposer des projets de grande envergure en matière de climat. Par exemple, le Fonds vert pour le climat a été développé. Et récemment, Rocky Mountain, qui finance ce réseau de conseillers climat, a financé un poste de conseiller climat en Polynésie française. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et un dernier point que je voulais mentionner aussi, c'est le sujet de l'aide publique au développement, qui donc n'est disponible que pour un certain nombre de pays répondant à des critères d'aide publique au développement tels que définis par l'OCDE, qui en fait devrait être complètement distinct de la finance climatique, qui devrait en fait, elle, couvrir tous les pays et territoires, quel que soit leur statut et quel que soit notamment leur statut vis-à-vis de l'accessibilité à l'aide publique au développement. Et je pense que ça, en termes de mobilisation de la France sur l'évolution du soutien aux pays touchés par les catastrophes naturelles et le changement climatique, est un point crucial sur lequel les pays du Pacifique apprécieront vraiment le soutien de la France dans ce domaine-là. Je vous remercie. Merci, Madame. Je cherche encore à joindre Madame Saint-Paul si elle peut se connecter. Oui, monsieur le Ah, Président, ben voilà. vous m'entendez? Vous nous manquez beaucoup. Ah, fantastique. Je Merci. vais être déçue sinon. Ben, moi aussi. Merci, monsieur le Président. Mes chers collègues, mesdames et messieurs. Alors, j'avais, je crois aussi, une quête de concret comme notre rapporteur. Pour les dernières catastrophes naturelles, est-ce qu'on peut avoir un état des lieux de la résilience? En gros, qu'est-ce qui est irrémédiablement détruit après le passage d'une catastrophe naturelle en termes d'infrastructure, culture ou nature? Qu'est-ce qui est résilient? Est-ce qu'on a des données chiffrées? Donc ça, c'était ma première question. Ensuite, donc j'ai quand même été rassurée parce que on sent quand même que nos outre-mer bénéficient de l'État français et que notre résilience entre, voilà, j'imagine, la Nouvelle-Calédonie et les Tonga, il y a un gap, donc c'est rassurant sur l'action de l'État français. Et je m'interrogeais sur la place de l'Union européenne sur les FEDER ou autres budgets dédiés par l'Union européenne à nos outre-mer. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Dites-moi indistinctement, comme vous le souhaitez. Madame Goiron, vous avez la parole. Je remercie. Donc, je ne voudrais pas utiliser la parole sur ce sujet-là. Je voudrais simplement indiquer qu'effectivement, les 3 territoires français du Pacifique étant des territoires ne sont pas éligibles aux mécanismes européens tels que le FEDER, mais par contre bénéficient du FED, notamment du FED régional. La CPS a été l'organisme de mise en œuvre du 10e et du 11e FED régional qui était focalisé sur le sujet du changement climatique et donc a apporté un soutien significatif puisque le 11e FED régional, le projet Protège,
bénéficié de 36 millions d'euros qui ont permis d'apporter une aide substantielle aux 3 territoires français du Pacifique, plus Pitcairn, puisque à cette époque-ci, Pitcairn était encore considéré par le Fed. Je voulais simplement aussi préciser que la CPS, suite à la mobilisation de la COP 28 sur le fonds pertes et dommages, a entendu le besoin des territoires et des pays du Pacifique de pouvoir structurer leurs besoins en matière de pertes et dommages, que ce soit des pertes et dommages économiques ou non économiques, comme l'a rappelé la députée. Et donc, la CPS a pu bénéficier d'un financement conséquent de 5 millions d'euros de la part du gouvernement danois pour se mobiliser sur la description de cas d'études notamment et d'acquisition de données en matière de pertes et dommages, ainsi que le renforcement des arrangements institutionnels des pays du Pacifique pour pouvoir déposer des demandes d'accès à ce futur fonds des Nations Unies en matière de pertes et dommages. Je vous remercie. Merci, madame. Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et bonjour, Madame la députée. Je voulais ajouter, avant de répondre à vos questions, Madame la députée, un élément très important que j'aurais dû mentionner dans mon propos préliminaire, qui est l'engagement de l'Institut de recherche et de développement dans la surveillance continue de la sismicité qui alimente le système d'alerte sismique et tsunami. Donc en 2008, ce système a été mis en place et ça répond en partie à votre question, Madame la députée, grâce à un financement de l'Union européenne, le 9e FED, a mis en place un réseau de stations sismologiques et accélérométriques terrestres en Nouvelle-Calédonie, en capacité de transmettre l'information sur les secousses sismiques enregistrées en temps réel et de transformer cette information en alerte transmise lorsque ces secousses sont de nature à provoquer des tsunamis. Ce réseau s'appelle Sismocal et comporte 9 stations en Nouvelle-Calédonie. Et il a été étendu en 2012 au Vanuatu, puis dans la région Pacifique à partir de 2014 sous le nom de HorseNet, Oceania Regional Seismic Network, qui concerne 7 pays insulaires de la région Pacifique. Et donc, chaque pays a son parc de stations et il s'agit du coup d'un véritable réseau d'alerte sismique efficace sur lequel peuvent compter les territoires, mais aussi les États indépendants qui sont associés à ce réseau. S'agissant des financements, je voulais rappeler, et peut-être que Madame Goiron pourra en parler ensuite, que le budget total de la communauté du Pacifique était, en tout cas en 2023, de 2,4 millions d'euros, que la France est le 2e contributeur, que le budget, la contribution de la France au budget total de la communauté du Pacifique est de 2,4 millions d'euros après l'Australie, et que nous sommes par ailleurs le 1er contributeur au programme régional océanien de l'environnement avec 1,6 million d'euros sur un total de 35 millions d'euros pour le programme régional pour l'environnement. S'agissant de l'aide européenne, elle est de 117 millions d'euros au total pour le Pacifique, avec un programme indicatif pluriannuel pour la période 2021-2024, divisé en plusieurs catégories: action climatique, durabilité de l'environnement, développement économique inclusif et durable, valeurs fondamentales, développement humain, paix et sécurité. L'Union européenne finance également plusieurs projets dans le cadre de l'initiative Équipe Europe, Alliance bleue et verte pour le Pacifique, à laquelle la France contribue à hauteur de 33 millions d'euros.
tous ces chiffres donc vous seront communiqués par écrit ultérieurement. Merci. Beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Oui, monsieur le rapporteur. Mon geste signifiait justement que je n'avais plus de questions. D'accord. Dans ces conditions, si personne ne demande la parole et si nos intervenants ont tout dit, on va dire, il me restera juste à les remercier de cette disponibilité. Et je sais que ça commence à faire un peu tard dans le Pacifique. Donc, vous souhaitez une bonne soirée après cette longue journée qui était interminable. Merci, Madame l'ambassadrice, et merci, Madame... alors, Madame l'ambassadrice, Madame Roger Lancan et Madame Guaran. Et merci, Monsieur le rapporteur et Madame Saint-Paul. On va dire la séance est levée. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir, merci. Je vais répondre au rapporteur, s'il est là lundi, il est parti. On le posera la question.